Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Dans ce 3e épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Maria Masramon, vétérinaire équin, que vous avez probablement dû croiser sur beaucoup de courses, puisqu'elle est aussi vétérinaire 3 étoiles en endurance. À cela s'ajoute la casquette de vétérinaire de l'équipe de France des jeunes cavaliers. Elle nous parle de comment elle accompagne le staff de l'équipe de France dans la sélection, ainsi que les jeunes cavaliers en préparation des échéances, notamment très prochainement avec le championnat du monde des jeunes cavaliers à Castelsagra en septembre prochain. C'est également l'occasion d'aborder les pathologies du cheval d'endurance et la meilleure manière de les prévenir. Allez, je vous laisse avec Maria Masramon. Bonjour Maria. Bonjour. Alors, merci de me recevoir chez toi aujourd'hui pour parler un peu d'endurance. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ? Je suis Maria Masramon, je suis catalane, je suis vétérinaire et je suis en France depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant. Et je crois que tu te spécialises un petit peu pour les chevaux d'endurance. Oui, en fait, depuis toujours, j'ai aimé les chevaux. Déjà parce que dans ma famille, il y avait des chevaux. J'ai monté en endurance pendant pas mal d'années. J'ai arrêté un peu à cause des études et du travail. Mais j'ai suivi toujours l'endurance depuis que je dois avoir 10 ans, une chose comme ça. D'accord. Donc tu as des clients qui ont des chevaux d'endurance, mais je te vois aussi très régulièrement sur les courses. Comment tu t'es dit, ok, j'ai envie de voir les chevaux aussi sur les courses ? En fait, c'est simple. Moi, j'ai toujours aimé les chevaux. Il y en avait dans ma famille. Et mes parents, ils m'ont dit, tu veux continuer dans les chevaux, mais il faut faire des études. Donc, les études qui allaient chevaux, c'était vétérinaire. Et comme que j'aimais les compétitions d'endurance, j'ai passé les tests pour être vétérinaire FI, vétérinaire de ligne, vétérinaire de traitant. Et c'est la façon de participer en collaboration avec qu'est-ce qu'on aime d'une façon différente. Et tu es aussi vétérinaire de l'équipe de France des jeunes cavaliers ? Oui, depuis maintenant, je dirais 3-4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris quand ils m'ont proposé cette poste parce que j'ai dit, la première chose que j'ai dit, je suis espagnole, je ne suis pas française. Et le monsieur, ça l'a fait beaucoup rire parce qu'il savait très bien que je n'étais pas française. Mais il y avait plusieurs personnes qui lui avaient dit que je serais une personne apte pour cette poste. Et en fait, c'est un poste qui m'appelait beaucoup. Comment est-ce que toi, tu aides le staff de l'équipe de France ? En fait, mon rôle principalement, c'est de suivre les chevaux, essayer dans les épreuves de sélection de détecter s'il y a des petites problématiques ou des petites choses qu'on peut améliorer, être à l'écoute des cavaliers, les aider en collaboration toujours avec les vétérinaires traitants de chaque cheval. On essaye de travailler ensemble. L'objectif, c'est de travailler tous ensemble pour arriver au mieux au stage et au mieux au championnat. Donc, parfois, les gens ils nous voient un peu comme celui qui va décider avec les sélectionneurs qui ne va pas participer dans l'équipe, mais il ne faut pas imaginer ça comme ça. On est vraiment pour aider à progresser parce que si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et l'objectif, c'est que tous ensemble, on arrive à avoir les meilleurs des résultats. Mais concrètement, qu'est-ce que toi, tu regardes chez un cheval que tu vas sélectionner ou pas sélectionner dans l'équipe de France ? En fait, moi, je donne mon avis vétérinaire au sélectionneur. Ce n'est pas moi qui sélectionne, je donne juste un avis. Et moi, je vais regarder surtout, je dirais, les choses qui nous importent le plus et celui qui nous pose plus de problèmes sur les courses, c'est les problèmes orthopédiques. Dans l'orthopédie, le plus important, c'est prévenir. Donc, toutes les choses qu'on peut faire en avant de la lésion, c'est notre objectif. Donc, par exemple, on va regarder déjà comment il se déplace le cheval, ses aplombs, ses défauts et ses qualités. En collaboration avec les maréchals, on va essayer de voir si on est dans un ferrure adapté, parce que le cheval, il peut être parfait sur les jours J, mais si on a un ferrure qui n'est pas adapté à long terme, on va avoir des problèmes. Donc, on essaie de corriger et anticiper les problèmes qu'on pourrait avoir plus tard. On essaie de faire un suivi régulier avec des analyses, des radios, des échographies s'il faut, et toujours en collaboration avec les maréchaux, les vétos traitants et les cavaliers. On peut aussi corriger et adapter des problèmes d'alimentation, des petits traitements qu'on peut mettre en préventif, et toujours en collaboration avec tout le monde. L'objectif, c'est qu'il n'y a pas de secret entre nous.
Parce qu'à un moment donné, il y avait un peu cette tendance que les gens, ils voulaient pas être transparents parce qu'ils avaient une espèce de... C'est comme si on était le prof, qu'on mettait des notes. C'est pas du tout ça. On est là pour collaborer, pour améliorer tous ensemble. Tu veux dire les cavaliers ou les entraîneurs? Ils nous cachaient un peu des informations. Je dirais, ça passait ça. C'est beaucoup plus transparent. Ok, mais pour être sélectionné, en fait, leur but, c'était de peut-être pas tout dire. Et c'est ça, je pense que c'était ça. C'est pour être sélectionné. Et en fait... Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois c'est très difficile. Les sélections, c'est une chose très difficile et c'est très décevant quand tu vois les jeunes, surtout les jeunes, ils sont très touchés quand ils les disent qu'ils ne sont pas pris, qu'ils se mettent à pleurer. Ça nous fait vraiment la peine. Moi, ça me fait vraiment la peine. Mais en fait, ils ne sont pas là, mais ils vont être là plus tard. L'objectif, ce n'est pas à dire c'est plus jamais. Après, parfois, ça arrive que c'est les dernières années. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'après, ils vont passer en senior. Est-ce que plus concrètement, tu peux nous raconter comment tu suis les chevaux une fois qu'ils sont sélectionnés? En fait, donc, les jours, par exemple, là, on a au Castel Sagrat, donc on les regarde au contrôle initial, comme ils passent le contrôle initial. Ces chevaux-là, il y en a beaucoup qu'on a déjà eu un stage d'hiver. Il y a un stage d'hiver à la motte le mois de février. Donc, ces chevaux, donc, on les regarde en locomotion en hiver. On fait les tests de flexion, on les regarde dans les cercles, certains on fait des analyses, parfois si on a besoin, si on a des doutes, soit on regarde les suivis médicaux qu'ils ont, soit on fait de nouvelles radios ou des échos si on a des doutes sur certains points. Après on les regarde les jours de la course, la veille au contrôle initial. Pendant la course, on les regarde surtout les contrôles vétérinaires, sous les après-contrôles vétérinaires, voir comment ils mangent, comment ils récupèrent. On regarde aussi les soins ou les petites attentions qu'ils font les cavaliers. Parfois, ils nous posent des questions parce qu'ils trouvent que le cheval ne mange pas bien, que le cheval il n'a pas récupéré normalement, qu'il a une fréquence cardiaque plus élevée. Parfois, on les regarde avant d'aller, s'il doit passer un réexamen, on les regarde trotter, on peut aussi donner des conseils de présentation. Parfois, il y a des choses que si on trotte plus vite, on trotte plus doucement, on peut mieux présenter le cheval. C'est pas caché, mais mieux présenter le cheval. Et après, lendemain de la course, les mêmes jours de la course, on les regarde une heure après. Pareil, on les regarde marcher, trotter. Et lendemain, on les regarde de nouveau. On les fait des tests de flexion, on les regarde sur les cercles durs et on regarde l'état général. En tant que veto au niveau FEI, tu dois avoir beaucoup de chevaux trottés. Ouais. C'est parfois difficile, je pense, de juger l'état d'un cheval sur une ligne droite au trot. Qu'est-ce que tu t'en penses, toi, de cet examen vétérinaire qu'on fait? Je pense que c'est un examen que c'est sûr qu'on a des limitations. Il y a des limitations parce que c'est un examen que c'est un aller-retour. Les lignes, il doit faire un certain nombre de mètres. Il doit être parfaitement plate. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que la présentation de la personne qui présente le cheval peut nous cacher ou nous faire une bonne ou mauvaise présentation, que ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire parfois il peut aggraver un problème, parfois il peut les bien cacher, mais il n'est jamais 100% objectif. C'est-à-dire, je pense que tous les vétérinaires, quand ça fait 3 jours de course, il y a un moment qu'on peut avoir un moment de moins de concentration, plus de fatigue. Donc, je ne dis pas que c'est 100% parfait. C'est pour ça qu'existe un panel, que l'objectif, c'est corriger un peu les erreurs. On va dire, comme peut faire les vétérinaires. C'est sûr que c'est un test un peu... C'est pas le meilleur des tests, mais moi, qu'est-ce que je ne suis sûre, c'est que pour le moment, on n'a pas une solution meilleure. Parce que quand on a fait des tests avec les ordinateurs, c'est-à-dire, il y avait les vétérinaires qui étaient à la ligne et les trottings, ils étaient filmés. Les vétérinaires qui étaient en train de regarder l'ordinateur et qui voyaient que l'ordinateur, ils étaient beaucoup plus durs dans les jugements. Ah oui. Parce que tu te concentres beaucoup plus dans les chevals, il n'y a pas tous les extérieurs qui te perturbent, okay. Et là, tu es beaucoup plus dur. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que c'est sûr qu'on peut faire des erreurs de jugement, mais je pense que la plupart des chevaux boiteux, ils sont éliminés. Et que je dirais que c'est très, très rare qu'un cheval zéro boiteux et il soit éliminé. Oui, bien sûr. Je sais que parfois, les jugements ils peuvent être plus ou moins durs. Je pense que je suis un veto que c'est plutôt dur en réputation. Mais en tout cas, c'est pas qu'on laisse passer un cheval parfait comme éliminé. Je pense que ça, c'est très rare. Et cet essai qui avait été fait avec des ordinateurs, c'était quand ?
On a fait ça à Montpazier, je ne me rappelle pas, il y a quelques années, mais en tout cas, ça n'a pas été plus loin. Je pense à cause de ça que c'était beaucoup plus dur. On éliminait plus de chevaux à l'ordinateur qu'en vrai. Ah ouais. Et donc c'était juste un essai en fait. Ouais, il y avait une étude derrière et je ne sais pas trop où ils ont été les résultats, mais en tout cas, ça n'a pas été plus long. Ça n'a pas abouti. Est-ce que tu peux nous parler de peut-être la pathologie du cheval d'endurance? Est-ce qu'il y a une pathologie qui est plus importante, que tu vois plus souvent? Moi, je dirais que les choses qu'on voit les plus fréquentes, je dirais, il y a trois problématiques principales au niveau orthopédie. On a des problèmes des pieds. Les chevaux d'endurance, il faut qu'il y ait une très bonne maréchalerie parce que c'est un cheval qui va faire beaucoup de kilomètres à l'entraînement et les jours de la course. Il va être sollicité beaucoup. Il faut que la ferrure soit adaptée au cheval, à les aplombs du cheval et au terrain, parce qu'on ne peut pas mettre les mêmes ferrures dans tous les terrains. Il y a des terrains qui sollicitent beaucoup les pieds, donc on peut avoir beaucoup de la contusion du pied, des blêmes, des choses comme ça qui peuvent nous donner des boiteries les jours de la course. Après, la deuxième pathologie que je dirais qu'on a fréquemment, c'est la arthropathie dégénérative du boulet. Et je pense que c'est à conséquence pareille de les kilomètres qu'on fait sur les chevaux. Et la troisième, je dirais, c'est les pathologies du suspenseur. Et un peu pour la même problématique, l'entraînement, les surentraînements. Et après, il y a une pathologie que je dirais qu'on en tient moins compte, mais que c'est quand même très important, c'est qu'est-ce que c'est la dorsalgie. La dorsalgie, ça c'est une histoire de niveau d'équitation, de morphologie du cheval et un niveau de tout qu'est-ce que c'est les selles, les tapis. Je dirais qu'on a fait des gros progrès avec les tapis, les selles et je dirais en équitation aussi. Je vois qu'on a beaucoup progressé. Après, il y a encore des chevaux qui ont besoin d'être aidés au niveau du dos parce que c'est quand même une des problématiques. Et du coup, comment est-ce qu'on peut prévenir ces problématiques de dos? Moi, je pense que les dos, c'est un cercle vicieux. Il ne faut pas monter un cheval qui a mal au dos. Déjà, c'est la première chose. Si un cheval a mal au dos, pour moi, il ne faut pas être monté. Donc, soit on doit l'aider avec des soins, soit on doit le mettre au repos. Mais le risque de le mettre au repos, c'est qu'il va perdre de la masse musculaire. Donc, s'il perd de la masse musculaire et la problématique, c'est qu'il y a des lésions du dos à la base, ça va être pire. Donc, l'objectif, c'est qu'un cheval il a mal au dos. Pour moi, il doit être traité pour les vétérinaires pour que le cheval pense qu'il n'a pas mal au dos. Le cheval pense qu'il n'a pas mal au dos, donc il va mieux travailler parce qu'il n'a pas mal. Il va mieux travailler, il va mieux se muscler. Donc, on rentre dans les bons cercles du mal au dos. Donc, le cheval n'a pas mal, il se muscle bien, il peut travailler bien. Si le cheval il est mal monté, il ne va pas prendre la bonne masse musculaire, donc il va être mal musclé. S'il est mal musclé, il peut créer des lésions, il peut avoir mal et on est dans les mauvais cercles du dos. Donc, du coup, ça passe aussi par un travail du dos du cheval. Ouais. Le cheval d'endurance, pour moi, c'est un cheval qui doit bien travailler son dos. Et peut-être, pendant des années, on n'avait pas donné d'importance à ça. Et je pense que maintenant, on voit qu'un cheval d'endurance, il doit quand même être bien musclé au niveau du dos. Et du coup, ça passerait par un travail en carrière, peut-être? Moi, je pense que pas forcément beaucoup de carrière, mais il faut quand même un peu de carrière. Pas tous les jours, mais un petit peu. Et concernant ces problématiques de pathologie orthopédique, comment est-ce que ça, on peut justement les prévenir aussi? En faisant de les prévenir, c'est toujours pareil. Si le cheval il est bien ferré, on va moins solliciter les articulations. Si le cheval il est bien dans son dos, on va moins solliciter les articulations. Donc, la bonne équitation, c'est imprescindible. La bonne maréchalerie, c'est imprescindible pour prévenir les articulations. Après, il y a 250 000 produits dans les marchés, de chondroprotecteurs, des choses comme ça, que ça aide. C'est toujours pareil, c'est un ensemble de petites choses qui vont faire la réussite. Il n'y a pas un produit miracle, il n'y a pas une potion magique. Il faut que le cheval soit bien entraîné, et qu'il y ait un vrai programme constant de travail, d'alimentation, de maréchalerie. Pour moi, c'est comme un puzzle. Il faut mettre toutes les pièces à la bon endroit pour que tout se marche bien. Du coup, quelles seraient les personnes qui devraient entourer un cheval d'endurance à haut niveau? Pour moi, il faut donc il y a un bon cavalier. Pour moi, ça c'est la clé. Un bon cavalier qui suit un bon protocole constant de travail, un très bon maréchal. Après l'alimentation, maintenant, il y a des nutritionnistes. Je pense qu'on y donne
pas assez d'importance de ça, mais pour moi, c'est important. Il y a des nutritionnistes qui peuvent faire des formules adaptées au cheval. Et il faut comprendre que les foins d'une région, c'est pas la même que dans notre région. Il faudrait qu'on donne plus d'importance à ça, faire des analyses du foin, contrôler l'alimentation. Après, c'est des choses que je comprends qu'on ne peut pas faire tous les mois, mais au moins une fois par an. L'analyse du foin, tu veux dire? Oui, l'analyse du foin. Après, ça serait bien, on devrait le faire chaque fois qu'on change. Un maréchal, ça c'est très important. Il y a un vétérinaire, mais les vétérinaires, il ne faut pas qu'on soit appelé quand les problèmes sont là. Il faudrait qu'on arrive à travailler ensemble pour éviter les problèmes. Parce que quand on arrive à faire une échographie qui est un tendinite, c'est trop tard. Les problèmes, on l'a loupé, en fait. On a une tendinite parce qu'il y a des éléments avant qu'on a soit trop travaillé le cheval, soit il n'était pas bien dans ses pieds, soit on avait un problème ailleurs qu'on n'a pas vu, et on arrive, on a une tendinite. Mais là, on va l'arrêter pendant je ne sais pas combien de mois. Mais on arrive après les problèmes. Comment tu suivrais de la manière la plus optimale un cheval d'endurance qui va à haut niveau? Si on va dire, tu n'aurais aucune limite de temps, ni de sous, ni de... Déjà, je pense qu'il faut commencer pour choisir les bons chevaux, qu'il a une génétique, ça c'est important. Hein. C'est vrai qu'en endurance, on a trouvé des champions qui sont sortis, on va dire, par hasard. Mais moi, je ne crois pas toujours à hasard. Je pense qu'il faut quand même trouver la bonne génétique. Déjà, être sûr qu'il a, pendant tout son élevage, il a bien mangé, qu'il a manqué de rien. Je pense qu'avant de commencer, c'est bien de faire un dépistage OCD. Un dépistage OCD, c'est un bilan radio où on va déjà savoir si pendant la croissance, il n'y a pas eu de fragments d'OCD dans les articulations. Si c'est le cas, avant de commencer à travailler, il faut l'opérer. Parce que si on marche des kilomètres avec un petit grain de sable dans la chaussure, à force, peut-être on va le tolérer au début, mais à long terme, il va nous provoquer des lésions de cartilage. Est-ce que ça arrive souvent Ça arrive, donc ça c'est un conseil que je donnerai aux éleveurs. Avant de mettre l'argent, de lui donner une carrière de sport, je commencerai pour faire dépenser un peu d'argent pour si jamais il y a un problème, l'anticiper, faire un bilan d'OCD. Après, je pense que pareil, il ne faut jamais être pressé avec les chevaux. Donc, faire un protocole de travail, de débourrage, de suivi de courses, non? Step by step, c'est-à-dire pas brûler les étapes, jamais être pressé avec les chevaux d'endurance, parce que c'est des chevaux, déjà, la plupart, ils sont des arabes, c'est des chevaux qui ont une croissance retardée par rapport à d'autres. Donc, il ne faut pas essayer de brûler les étapes trop jeunes. Et après, je pense que c'est ça, un bon suivi de maréchalerie, que les maréchals travaillent en collaboration avec les vétos si besoin, parce que le cheval, il n'a pas de pieds parfaits pour que lui soit plus facile à comprendre comme il doit le faire avec des radios. Moi, je suis pour les suivis ostéopathiques des chevaux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Moi, je suis pour, parce que c'est pareil, pour moi, c'est une façon de prévenir. Si le cheval il travaille bien, s'il est bien dans son corps, on va prévenir de possibles pathologies. Par exemple, pour moi, les chevaux qui ont des problèmes de suspension, je pense qu'on peut toujours les anticiper parce que c'est conséquence qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avant. Donc, si on peut régler les problèmes avant, c'est toujours mieux. Ok. Qu'est-ce qui pourrait conduire à une tendinite du suspenseur? Par exemple, je pense que si un cheval, pour une raison XY, il ne travaille pas dans droit parce que peut-être il a un sacroiliac bloqué, une chose comme ça. Donc, à force de travailler, peut-être un peu de travers ou quoi, il va mettre plus de poids sur un côté que l'autre. Et à la longue, il va nous faire travailler plus les suspenseurs à droite qu'à gauche. Et du coup, comment au quotidien tu suis les chevaux d'endurance qui vont courir 120, 160 km? En fait, si on n'aurait jamais les problèmes budgétaires, on pourrait oublier ça et que tout le monde serait hyper riche. Hyper riche, qu'on n'aurait pas besoin de payer et que le véto, il n'aurait pas besoin d'être payé. Donc, en fait, l'idéal, ce serait qu'il y ait un suivi, je dirais, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, avec un examen orthopédique. Parce qu'en fait, je crois que la clé, c'est de voir les petites différences. C'est-à-dire, ce cheval, chaque fois que je le vois, il est comme ça.
Mais aujourd'hui, j'ai une petite molette qui est sortie à droite que je ne l'avais pas avant. Les flexions, ils ont été toujours négatives. Aujourd'hui, j'ai une flexion douteuse. C'est ces petits signes d'alerte on doit anticiper. Donc, ça veut dire peut-être j'ai trop été trop loin dans mon entraînement. Je dois ralentir. Mais il faut les écouter et les regarder de partout. C'est toujours les détails qui vont nous mettre la sonnette d'alarme. Après, le cavalier doit aussi avoir l'œil entraîné à regarder son cheval. Moi, j'essaye, en tout cas quand on est à les stages d'hiver, d'essayer d'expliquer ça. Il faut que les cavaliers ils sachent toucher les tendons de son cheval, regarder les jambes, regarder la chaleur des pieds, regarder tout en fait. Il faut le surveiller, regarder les muqueuses tous les jours, après l'entraînement comme il est. Et c'est comme ça qu'on a fait les choses tout le temps, qu'on va voir les petites sonnettes d'alerte. Et est-ce que tu fais des prises de sang On aime bien faire des prises de sang. Déjà parce qu'il faut savoir la prise de sang de base de son cheval. Tous les chevaux, ils n'ont pas un hématocrite de base pareil. Savoir qu'est-ce que c'est normal pour mon cheval et quand il est au mieux de sa forme, quelle est la prise de sang. Ça, par exemple, avec les chevaux qu'on suit de l'équipe, je sais, certains chevaux qu'on a suivis plusieurs années, on savait quelle était la bonne prise de sang pour lui. Et ça, c'est important. On voit souvent des problématiques de pyroplasmose chez le cheval d'endurance. Surtout chez nous. On est dans la région de Sud-Ouest. On a beaucoup de tiques. Et malheureusement, les tiques, ils ne mordent plus l'hiver maintenant. Ils sont vivants toute l'année. La problématique, c'est qu'on peut avoir la pyroplasmose clinique, c'est-à-dire les chevaux à 40 de fièvre avec des gros poteaux, les muqueuses jaunes fluo. Ça, c'est trop facile. Les vétos arrivent très facile. Mais ce n'est pas cette pyro qui nous pose le problème à nous aujourd'hui. C'est cette pyro qui est un peu subclinique, c'est-à-dire je n'ai pas de fièvre, le cheval il est normal, il mange, tout va bien. Mais qu'avec une situation de stress, c'est-à-dire les transports, l'arrivée dans une course d'endurance, tout ça, ça va me faire que mon système immunitaire, il va un peu diminuer. Donc, il va être un peu immunodépression. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La pyroplasmose, il va prendre le dessus et je vais voir un cheval qui va récupérer moins bien, que la fréquence cardiaque reste un peu plus stagnée et je ne trouve pas le cheval que j'ai d'habitude sur les autres courses et qu'il récupère moins bien. Le cheval, il n'est pas malade au point d'être 40 de fièvre, mais il n'est pas au top de sa forme. Et du coup, comment on peut éviter d'arriver à ce genre de situation? En fait, malheureusement, éviter, c'est pas si facile que ça. Les choses qu'on conseille, c'est de faire un test pyroplasmose de PCR. En fait, ça, grâce au Covid, tout le monde a compris un peu comment ça marche. C'est-à-dire, si on fait une sérologie, on va faire un dosage des anticorps. Et si on fait la PCR, on va voir les pathogènes au moment qu'on fait la prise de sang, les gens pathogènes. Donc, l'idéal, c'est faire un PCR. Il y a certains laboratoires qui nous disent si on a une charge forte, modérée ou faible ou pas du tout. Et à partir de là, on établit un protocole de traitement. Qui devrait du coup éradiquer la problématique. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, dans notre région du Sud-Ouest, c'est un truc qui revient hyper régulièrement. Mais ça arrive, malheureusement, ça arrive régulièrement. Mais c'est pour ça que c'est un cheval au Sud-Ouest, faire la sérologie. Je dis, je ne vois pas trop l'intérêt parce que la probabilité qu'il soit positif, c'est-à-dire qu'un jour il a été en contact avec la pyro, c'est très fort. Mais par contre, la PCR, il va être plus un examen du moment. Donc, il va nous dire, au jour d'aujourd'hui, il a une charge forte, donc il faut le traiter, malgré qu'il n'exprime pas du tout. Je sais que tu t'occupes beaucoup des chevaux de course, en plus des chevaux d'endurance. Est-ce que tu trouves des choses similaires dans la gestion d'un cheval de course et un cheval d'endurance? Ou pour toi, c'est hyper différent? Non, c'est différent, mais je suis persuadée qu'un bon cheval, c'est un bon cheval. Il fasse de courses de complet, de l'endurance ou de dressage. Par hasard, il y a des chevaux de course qui ont été reformés et qu'ils ont été bons en endurance aussi. Je pense qu'un bon cheval, c'est un bon cheval. Et je pense qu'on doit apprendre des choses de chaque discipline. Et je pense que la course est une chose qu'ils font très très bien et qu'en endurance, on n'est peut-être pas encore à ce point-là. Un cheval de course, les premiers garçons, c'est-à-dire les garçons responsables des soins, il va toucher les jambes de tous les chevaux
les matins à 5 heures, les midis et à l'écurie du soir. Donc, la personne qui va toucher dans une écurie où il y a 100 chevaux, il va toucher 300 jambes par jour. Les jours qu'il te dit, Maria, est-ce que tu peux regarder ce cheval? Tu peux être sûr qu'il y a une chose, parce que quand il en touche 300, il a tellement préparé ses doigts et ses yeux à faire la même chose que ça, à l'endurance, on n'a pas ces réflexes-là. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont pas l'habitude de toucher les jambes tous les matins, après l'entraînement et le soir. Parce que c'est ça qui nous fait qu'on a les sonnettes d'alarme plus vite. Et je pense que la répétition des gestes, c'est très important. Par exemple, on a très peu de coliques sur un cheval de course, parce qu'ils mangent toujours exactement à les mêmes horaires. Parce que c'est des chevaux qui ont toutes les caractéristiques pour avoir des coliques. Ils sont enfermés 23 heures par jour dans un box. Ils mangent des quantités énormes. Ils sont stressés, ils ont tous des ulcères. Par contre, ils font très peu de coliques. Parce qu'ils aiment la rigueur. Ils mangent toujours la même heure. Tout est parfait, tout est carré. Les chevaux, c'est un animal qui aime les habitudes. Et je pense que ça, c'est une chose qu'on peut apprendre des courses. Et à différents, je dirais, les cavaliers d'endurance, ils sont beaucoup plus attentionnés. Ils vont faire beaucoup plus attention à ne pas blesser la sangle, bien mettre les selles, les tapis, les petits frottements. Pour nous, ça peut être très handicapant à la longue de la journée. Donc, on fait beaucoup plus attention à ça, à la petite plaie, à la petite... Et d'après toi, du coup, j'imagine, l'alimentation, c'est un point hyper important de la gestion du cheval de haut niveau. Pour toi, qu'est-ce qu'il devrait manger un cheval d'endurance? C'est toujours pareil. Et pour moi, la clé, c'est, surtout les chevaux d'endurance, pour moi, la clé, c'est manger beaucoup, de bonnes quantités de foin. Et on a fait un stage à la mode où il y avait un nutritionniste. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde, de temps en temps, il fasse... faire analyser sa ration et son cheval. Et on apprend beaucoup de choses. Je pense que c'est important que les chevaux aient beaucoup de foin à manger, de foin à volonté. Et pas forcément de très bonne qualité, mais beaucoup de foin. De grosses quantités. Et les repas de céréales, du coup, pour toi, c'est important? C'est important, mais un cheval d'endurance, on n'a pas besoin de lui donner de grosses quantités. Et par contre, c'est toujours pareil. Si on peut faire 3 repas à la place de 2, c'est mieux. Et après, des fois, à volonté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faudrait mieux faire 3 repas? En fait, c'est toujours pareil. C'est que plus on divise la ration, en fait, il faut penser qu'un cheval, à la nature, il est fait pour manger toute la journée. Que nous, on a décidé qu'on va lui donner des repas une fois par jour ou 2 fois par jour. Mais son métabolisme, c'est manger au long de la journée. Donc, si plus on divise, on va avoir moins des ulcères, il va mieux digérer, et on va créer plus de réservoirs des électrolytes, tout ça. Ok. L'ulcère est aussi un problème assez récurrent chez le cheval d'endurance? Moi, je dirais oui. Malgré que pour moi, c'est un cheval que quand je vois un cheval d'endurance, je me dis il est moins stressé qu'un cheval de course parce que déjà, il a des conditions de vie plus agréables. Et souvent, il vit en paddock avec des copains ou pas loin des copains. Mais malgré tout, les jours de les courses, les jours de voyage, on les met dans une situation de stress. Donc, malheureusement, il faut les aider au niveau des ulcères. Comment on peut les aider? Je pense déjà, à la maison, il faut essayer de donner cette condition idéale d'environnement, de zen attitude. Et après, à niveau traitement, on a toujours la possibilité de donner des gastrogardes, chose qu'on ne peut pas en course. En course, les gastrogardes est dopant. On a un délai à respecter de 5 jours pour les chevaux de course. En endurance, on a le droit de donner les gastrogardes. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc je conseille de le donner, moi. Et après, il y a plein d'autres protecteurs, comme le phosphologel, des choses comme ça, que ça aide. Il y a plein de petits produits qui aident. L'oméprazole, c'est celui qui va mieux guérir les ulcères. Mais après, il y a plein d'autres protecteurs. Ouais. Et le jour de la course, comment est-ce qu'on peut bien gérer cette problématique d'ulcère? Moi, par exemple, j'aime bien donner des gastrogardes la veille du transport, les jours du transport, les matins de la course à jeun. Et après, même sur la pause, si besoin, je peux donner un gastrogarde. Mais je dirais que j'aime les deux. Question rien à voir, mais
Est-ce que tu penses que ça a un intérêt, les compléments alimentaires qu'on peut ajouter? Par exemple, les vitamines? Je pense que si on a une bonne alimentation, on n'a pas besoin de beaucoup ajouter de compléments. Je préférerais que les gens ils investissent avec une fois une analyse de foie, une fois une bonne consultation nutritionnelle, que acheter 250 pots de vitamines, que si le cheval n'a pas besoin, ils vont passer dans le pipi. Je préférerais qu'ils fassent de vraies analyses pour savoir où on en est, pour faire un vrai état des lieux, avant de complémenter sans raison un cheval. Il y a des nutritionnistes pour les chevaux qui existent? Ouais. Oui, il y en a. Les jeunes cavaliers, ils ont quand même suivi... ils ont suivi une formation. Je n'ai pas eu de vrai retour de sa part. Je ne sais pas si après ils ont fait un vrai suivi derrière. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Est-ce que tu peux nous parler de la prochaine sélection des cavaliers des jeunes? Et donc, la prochaine sélection, donc les championnats cette année, c'est à Castelsagran en septembre. Nos petits jeunes, ils ont quand même un défi assez difficile parce qu'il faut garder les titres de champion du monde par équipe qu'on a gagné à Armelo et en plus on doit le faire chez nous, donc je pense que c'est pas facile. En plus on connaît la course de Castelsagran, c'est une course pas facile, mais je trouve que c'est un chouette challenge. Je pense que c'est une course technique, je pense qu'on a des cavaliers capables de faire ça et si on pourrait faire une arrivée comme Armelo, pouvoir monter la côte de la Voir tous les chevaux ensemble, ça serait parfait. Je pense que c'est un challenge difficile, mais je pense qu'il faut que les choses soient difficiles pour qu'après les plaisirs soient plus grands. Qu'est-ce qui reste comme étape là jusqu'à la sélection? Donc là, il y aura une longue liste qui va faire un stage début juillet. Donc la longue liste, je pense qu'il n'est pas encore fini parce qu'ils ont pris les chevaux de Saint-Barthélemy, les chevaux de Castelsagran et après il y a quelques chevaux qui peuvent avoir des parcours personnalisés pour différentes causes, soit parce qu'ils ne pouvaient pas être dans les courses de sélection parce qu'il y a eu des problèmes de blessures, parce qu'il y a eu des problèmes d'examen ou des choses comme ça. Après toutes ces épreuves, il y aura une première grande liste, on m'a dit une longue liste. Cette liste, ils vont venir tous à Castelsagran début juillet. Ils vont faire des entraînements pour reconnaître la piste, tout ça. On va faire des examens vétérinaires, donc on va regarder les chevaux à niveau orthopédique, tout ça. Ils auront été en vacances en plus, parce qu'après toutes ces épreuves, ils vont faire un peu de vacances. Et à partir de là, il y aura un deuxième stage en août. Et le mois d'août, c'est de là où il va sortir les 5 cavaliers plus la réserve qui vont aller à Castelsagran. Donc on a la pression pour cette année, quoi. Il faut réussir. Et en plus, je pense qu'il y aura aussi il y aura beaucoup plus de personnes qui vont venir les soutenir parce qu'on est chez nous. Tout le monde connaît mieux la piste. Nos cavaliers connaissent bien la piste. Donc ça, c'est... Toi, en tant que veto, qu'est-ce que tu vas leur apporter de très personnel là pendant ces stages? En fait, ces stages, c'est vraiment un stage d'échange. En fait, moi, je vais dire, écoutez, ce cheval, je trouve qu'il a un peu mal ici, il faut qu'on corrige ça. Et donc, on se met en relation avec leur veto et on essaie de mettre un protocole pour qu'il arrive au mieux de sa forme les jours de Castel. Ok, en utilisant des produits? Des produits, soit ça, on peut donner des conseils de changement de quelque chose dans l'alimentation, soit on peut demander de faire un traitement si le cheval il a mal quelque part, il faut qu'on règle ce problème. Si avec les maréchals on trouve qu'il y a un problème de maréchalerie, on peut dire on change la ferrure et si ça, les problèmes se règlent, pas besoin de faire quelque chose. Si le problème n'est pas résolu, peut-être il faudra voir avec le vétérinaire. On essaye de trouver toutes les pièces pour qu'on arrive au même objectif, que c'est que les chevaux soient au top. Bon, ben on espère que ce sera le cas. Et après, on pense qu'on fait qu'un rôle de vétérinaire, mais on fait un rôle un peu de tout, parce que pendant on est là, on fait un peu aussi des psychologues quand ils sont un peu... Il y a des moments que c'est une grande famille, donc pendant une semaine, on est tous ensemble. Il y a un moment qu'on mélange un peu les rôles. On peut aider les cuisiniers à faire la cuisine, on peut être à l'épaule quand il y en a un qui a un coup de mou. On essaie de trouver cette composition de fait que ce soit une grande famille, qu'on a tous les mêmes
C'est aussi une aventure humaine, quoi. Ah oui, complètement. Et toi, t'apprécies ça, du coup, aussi Ah oui, je dirais que c'est une des choses qui m'attire le plus de ça. On partage les peines, malheureusement, de temps en temps, ça se passe pas comme on veut, mais on partage les victoires. Et s'il y aurait pas cette côté humain, je pense que serait un challenge moins riche. Est-ce qu'il y a une course sur laquelle tu préfères aller? Je pense que c'est Castel Sagran. Probablement parce que j'ai une affinité amicale avec la famille Donzelli et parce que c'est une course que je trouve que c'est pas facile. C'est une course pas facile. Le fait qu'on peut voir les chevaux monter à la côte de la Loire, ces derniers efforts, je trouve que c'est magique quand il y a de l'essence. Quand il n'y en a pas, c'est moins rigolo. Je trouve que c'est une course que quand tu vois l'arrivée, il y a cette sensation, ces frissons, cette sensation d'émotion. Je me dis, le jour que je n'aurai pas ça, ça veut dire que je peux arrêter, je peux faire une autre chose, ça veut dire que j'ai plus la passion. Mais c'est vrai que c'est une course que, quand je vois les chevaux arriver, ça te fait quelque chose. Est-ce que de tous les chevaux que tu préfères suivre, c'est les chevaux d'endurance? Je dirais que c'est un peu mitigé parce que j'aime beaucoup aussi les chevaux de course, mais je dirais que j'aime les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qui change ou évolue dans l'endurance? Oui, je pense qu'il y a des choses que... En fait, j'ai connu l'endurance quand c'était un truc amateur, que c'était, entre guillemets, familial, pour passer un bon moment. Après, on a passé un moment où il y a eu beaucoup de commerce. Et là, je pense qu'on retrouve un certain équilibre, c'est-à-dire qu'il y a moins de commerce. Le fait qu'il y a moins de commerce, je pense qu'on va retrouver cette partie un peu plus conviviale, plus agréable et moins de pression. Après, je pense qu'il faut trouver cet équilibre où il faut que les gens puissent vivre de les élevages, de la compétition et que tout le monde y trouve un peu son compte. Ok. Et aujourd'hui, ouais, on arrive à trouver cet équilibre-là. J'espère qu'on va y arriver, je pense. Ça serait cool. Ça serait bien. Ok. Les contrôles antidopage, est-ce que pour toi, ils sont faits de la bonne manière, suffisamment systématique? Je pense que cette problématique du dopage, c'est qu'on n'est pas les meilleurs, pas dans l'endurance, pas dans aucune des disciplines. Je pense que les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que la recherche des médicaments n'est pas facile. Je pense que le dopage, il va beaucoup plus vite qu'il avançait nos techniques de laboratoire. Donc, je pense qu'il y a des chevaux dopés qui vont jamais être contrôlés positifs et que les chevaux qu'on trouve positifs, la plupart du temps, c'est des accidents. Un cheval qui va être positif au régumate parce que sa copine de boxe, il prenait le régumate et lui... ah oui, ça arrive. Ça arrive. Donc, pour moi, c'est les dopages qu'on trouve... Je dirais les 80% des fois, c'est des trouvailles accidentelles. Et c'est pas ça qui va faire que les tricheurs ils continuent à tricher. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça change? Je pense que là, il faut vraiment que les laboratoires s'améliorent et qu'ils arrivent à trouver les vrais problèmes, les vrais produits dopants. Et qu'il faudrait que ça change beaucoup ça et qu'il y ait une vraie commission à la recherche de ça. Parce que sinon, si on va trouver un produit que c'est pas ça qui va faire que le cheval gagne... Parce que la FEI, quand même, met pas mal de moyens dans le fait de mettre en place des contrôles, mais... En fait, on met beaucoup de moyens, parce que ça coûte beaucoup d'argent, si j'ai bien compris, mais on ne trouve pas de résultats positifs, en fait. C'est-à-dire, quand on a des cas positifs, c'est des accidents de gestion, mais pas des produits qui ont fait que le cheval il récupère en 3 secondes, ou que le cheval va beaucoup plus vite et qu'il soit un extraterrestre. Donc, on trouve des choses un peu par hasard, presque. Donc, les moyens ne sont pas utilisés de la bonne manière. Pour moi, il faudrait que la plupart des moyens ils soient pour développer la bonne technique pour trouver les produits dopants. Est-ce que tu voudrais rajouter un truc sur ton métier de vétérinaire? Être vétérinaire, c'est mode de vie. On ne vit pas comme les gens normaux. Il faut qu'on vit pour notre boulot, en fait. On essaye de trouver un équilibre, mais c'est vrai que c'est un métier que tu ne peux pas faire si tu n'es pas passionné, je pense. Et c'est comme l'endurance, tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas passionné. Je pense que les cavaliers ne s'en rendent pas compte, mais un vétérinaire qui va sur une course d'endurance, c'est-à-dire qu'il va faire des contrôles de 6 heures du matin à 18 heures du soir, s'il n'aime pas ça, il va pas y aller. Et c'est ça, c'est des métiers de passion. Il faut qu'on continue à trouver des passionnés parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile. D'accord. Est-ce que tu préfères être sur une course en tant que vétérinaire jury ou vétérinaire traitant? Moi, je préfère être véto traitant parce que j'ai l'impression que je suis plus utile
si un cheval il est pas bien, mais j'aime les deux. Ok. Quels sont les soins que tu peux apporter, que tu apportes le plus souvent aux chevaux qui arrivent dans la zone de vétérinaire? En fait, il faut imaginer que les problématiques d'un cheval d'endurance, quand il arrive au box traitant, les 99% des fois, tu les résous après une hydratation. C'est-à-dire, c'est presque toujours la problématique initiale, c'est qu'il s'est déshydraté. C'est vrai que comme qu'il est déshydraté, peut-être il peut faire des coliques, il peut faire des fourrures, il peut faire plein de choses, mais la principale chose, c'est la perfusion parce qu'il est déshydraté. Même au niveau locomoteur, tu veux dire que tu... Non, après, on peut avoir, malheureusement, c'est comme tout, au niveau locomoteur, on a augmenté beaucoup la vitesse, donc on peut avoir des pathologies, plus de cheval de course, on va dire, on peut avoir plus de problèmes de fractures et de fêlures à cause de la vitesse qu'on n'avait peut-être pas autant avant, et après... toutes les boiteries inimaginables, accidentelles, comme un cheval de n'importe lequel. Mais il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait des fractures de fatigue comme un cheval de course, et au jour d'aujourd'hui, on peut en trouver. Comment on peut essayer d'éviter cette déshydratation pendant la course? Enfin, quelle serait la meilleure manière d'éviter ça? En fait, je pense que c'est un peu les trucs qu'on a dit dans toute la journée. Le cheval qui est trop stressé, il va pas boire, mais si c'est un cheval qu'on a très mécanisé, qu'on a très bien habitué tout le temps, à chaque fois qu'on s'arrête, il boit. C'est pour ça que je dis, j'aimerais que les chevaux d'endurance ils soient un peu plus mécanisés comme les chevaux de course, c'est-à-dire si on fait la répétition des gestes, il fait que les chevaux, ils se concentrent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, si chaque fois qu'on s'arrête, on lui donne à boire, depuis toujours il fait ça, il va boire. Si le cheval il a fait 90 km, il n'a pas bu de l'eau, c'est sûr que soit on s'arrête avant, soit on va finir au box traitant. Et parfois, les conditions météo ils changent, donc évidemment, s'il fait très chaud, il faut qu'on soit attentif, il faut s'adapter à beaucoup de choses que parfois on ne contrôle pas. Bien sûr. Comment tu expliques toi, en tant que vétérinaire, avec ton prisme de vétérinaire, l'augmentation des vitesses sur les courses? Je pense. Il faut savoir que moi, par exemple, ma première course d'endurance que j'ai fait Santa Susana, j'avais 14 ans et j'ai monté que les week-ends et les mercredis. Donc, je faisais 200 km à Santa Susana. On n'entraînait pas du tout comme aujourd'hui. On faisait la randonnée les dimanches. On partait toute la journée en randonnée. Donc, on a beaucoup amélioré les entraînements. Là, les gens, on entraîne les chevaux beaucoup plus de temps, avec beaucoup plus d'intensité. Et on a beaucoup, beaucoup amélioré tout ça. Aussi au niveau génétique, du coup, on a sélectionné des chevaux qui... Bien sûr, on a bien sélectionné les chevaux et le travail a beaucoup changé. Avant, c'était, entre guillemets, la randonnée. Là, c'est fini. Tu as fait 200 km à Santa Susana en entraînant 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Aujourd'hui, on ne me dirait pas, mais on marchait au pas. Je ne sais pas combien de temps on passait, mais on faisait beaucoup de pas. Maintenant, les gens, en endurance, on fait très peu de pas. On en fait, mais pas beaucoup. Il faudrait mettre plus de pas, tu penses? Non, là, c'est impossible. Ça pris de l'avance, on ne peut plus, mais c'est pour comparer qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et Santa Susana 200 km, tu l'as fait en combien de temps? Je ne me souviens plus, je serais incapable de le dire, mais je me rappelle, j'avais fait la 2e journée toute seule, parce qu'il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas de téléphone portable, donc ils ont marché beaucoup. Ils marchaient au pas. Tu étais contente si tu avais un cheval qui marchait très vite, parce que sinon les montées, ils étaient longues. Génial. Mais aujourd'hui, qui imagine ça? Non, faire une course d'endurance au pas, ça n'a pas de sens. On ne faisait pas que du pas, mais on marchait beaucoup. Je sais que tu trouves ces épisodes hyper longs, mais si tu devais entendre quelqu'un, qui est-ce que tu aimerais écouter dans ce podcast? Moi, j'aimerais écouter... Je pense que j'aime bien écouter les personnes un peu plus âgées, qui ont plus d'expérience. Okay. Et moi, j'aime bien les gens qui ont un vrai vécu avec beaucoup d'années derrière eux et qui ont une vision un peu plus loin de l'endurance. Okay. Moi, par exemple, il y a des gens comme Jacques Bégaud, par exemple, que c'est des personnages que je pense qu'ils ont beaucoup apporté à l'endurance. Ok. Bon, tout le monde me dit de l'interviewer, donc je vais m'y mettre. Je pense qu'il faut. Merci Maria pour ton temps. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce 3e épisode.
N'hésitez pas à soutenir le podcast en partageant cet épisode et en nous suivant sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook. À très bientôt pour un prochain épisode ou sur une course d'endurance.